Voici une petite revue de ma KTM 1290 Adventure. Donc je l'ai acheté il y a quelques mois maintenant, elle totalise à peu près 3700 km. Le but de cette vidéo, c'est d'en faire une revue complète, non intéressée et intelligente de ses qualités et de ses défauts. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par l'avant de la moto. Donc l'esthétique, moi j'aime bien, les personnes n'aiment pas, ça n'a pas trop d'importance, chacun ses mauvais goûts, comme dirait l'autre. Ce qui est intéressant par contre, c'est vraiment une des choses qui m'a fait choisir cette génération, c'est le contrôle de vitesse adaptatif, donc le régulateur de vitesse adaptatif. Ça c'est vraiment une nouveauté vraiment très très intéressante, même si je fais pas beaucoup d'autoroutes, etc. Sur les axes un petit peu roulants, c'est assez facile à mettre en œuvre et surtout ça permet d'avoir des aspects de sécurité et respect légaux qui sont très très intéressants. Surtout avec cette machine, parce qu'on y reviendra un peu plus tard, mais le moteur c'est quand même quelque chose, quoi. Un autre aspect également qui est super sympa, c'est l'éclairage. Donc la signature visuelle elle est sympa, c'est toujours pareil, c'est une histoire de goût, mais moi je trouve ça plutôt sympa. L'éclairage par rapport à la 990 que j'avais avant, c'est le jour et la nuit sans mauvais jeu de mots. On est vraiment à un autre niveau d'éclairage, c'est vraiment top. J'arrivais à ce même niveau d'éclairage que j'avais mes phares à LED SW Motec sur la 990, mais ça avait tendance à un petit peu éblouir les autres. Là, nativement, on a un éclairage qui va plutôt bien et c'est vraiment top. En plus, dans l'aspect sécurité également, il y a l'éclairage dans les virages, donc ça s'allume ici ou là, suivant le sens. Et puis c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, c'est une bonne évolution. Avec tous ces confinements, j'ai pas eu trop l'occasion de rouler de nuit, mais on voit quand même qu'il y a une vraie différence en termes de qualité d'éclairage. Ce qui est pas mal aussi, c'est la bulle réglable en hauteur. Donc je vais pas vous faire la démo, mais vous voyez, il y a quelques molettes sur le côté qui sont très facilement actionnables, même en roulant. Donc ça c'est plutôt pas mal. Quand elle est en bas, vraiment ça tape dans mon casque, hein. Moi je suis 1m83, j'ai un casque intégral sans visière et un casque intégral avec visière. On voit qu'il y a une réelle différence avec ces casques en termes de ventilation et de turbulence, mais ça reste tout à fait supportable. Bien entendu, quand on est sur route ouverte, à des vitesses supérieures à 80 km/h, j'ai tendance plutôt à la mettre assez haute. Mais quand il fait chaud, bon, on n'a pas encore eu l'occasion d'avoir des grosses chaleurs, mais quand il fait chaud, voilà, on peut la baisser très facilement et ça permet de moduler quand on est sur du roulant ou du moins roulant. Sur la partie tableau de bord, il y a vraiment une très très bonne ergonomie, que ce soit à la fois des commandes, mais également de l'interface, pour ceux que ça pourrait un petit peu rebuter, toute cette électronique, cette abondance de nouveautés, de techniques. Honnêtement, ça se fait très bien, même en conduisant. L'ergonomie qu'on peut voir ici, hop, sur ces commodos est vraiment très très bonne. L'interfaçage avec j'allais dire l'IHM, mais avec le tableau de bord est vraiment très très bonne. J'ai pris le Tech Pack, donc ça m'inclut la fonctionnalité GPS avec le mobile, mais je préfère quand même utiliser mon TomTom qui est quand même beaucoup plus élaboré que le simple système de navigation qu'on peut avoir avec KTM MyRide, je crois, au niveau de l'application. Voilà, donc là c'est plutôt sympa. Ceux qui n'ont pas vu un petit peu ce que ça donne quand on démarre, tout de suite ça fait Disney, hein. Voilà, il y a beaucoup de features. Là c'est fond noir parce qu'il fait un petit peu sombre, eQueen parce que la béquille latérale est là. Mais grosso modo, quand on appuie, on a un certain nombre de fonctionnalités qui sont intéressantes, notamment l'état complet de la moto, qu'on peut voir ici. Voilà, toutes les fonctionnalités. Voilà, c'est plutôt pas mal fait. Donc j'ai interfacé également ma moto avec mon PackTalk de chez Cardo. Et puis mon téléphone dessus, à la place de le mettre sur le GPS. C'est plutôt pas mal fait, c'est vraiment intéressant. Un autre point qui est plutôt sympa sur la moto, tant qu'on est sur le tableau de bord, on peut voir ici, hop, je vais y arriver, la consommation. On est vraiment sur des faibles consommations. Donc en bas à gauche, vous voyez, il y a 5 litres au 100 km. Je rappelle, c'est une moto qui fait 160 chevaux. Et c'est quand même assez étonnant d'avoir une consommation comme ça. Donc au niveau de l'ergonomie du réservoir, donc il y a une petite trappe ici, vous pouvez voir, qui a le mérite d'exister, qui n'est pas au niveau de celle que je pouvais avoir sur ma 990.
mais qui a le mérite d'exister quand même, avec un port USB dedans. Ça permet de mettre des clés, quelque chose pour ouvrir le portail, etc. Et un port USB, malheureusement, c'est un petit peu compliqué à mon avis pour mettre un téléphone dedans, à moins qu'on ait un vieux téléphone des années 2000. Mais voilà, globalement, ça marche plutôt bien. La trappe à essence, elle est électrique, donc il n'y a pas de clé. C'est plutôt une bonne invention, mais bon, il faut prendre la mécanique de quand j'arrête ma moto, j'ai 20 secondes pour ouvrir le réservoir. Mais bon, voilà, rien de bien grave. Concernant la selle, des gens se plaignent du confort. Bon, bah, comme vous savez, hein, moi je viens de la 990 Adventure, sur laquelle j'ai fait mettre très très vite une selle confort. Avec celle-ci, j'ai fait des longs rides 1500-2000 bornes, j'ai jamais rencontré de problème. Un autre point sur la selle, ça c'est un problème de jeunesse de la moto. La selle conducteur est réglable en hauteur. Parfois, on peut avoir des mouvements de selle lorsqu'on fait du technique. Voilà, on bouge un petit peu, on va reculer la moto, ça descend un petit peu, retourne de la position haute à la position basse. Donc moi ça me gêne parce que j'utilise la moto en position haute. Concernant le pot, j'ai gardé le pot d'origine. Pas de raison de changer. L'autre, la Krapovic qui est fournie avec, je le trouve au moins aussi moche que celui d'origine. Donc ça ne m'intéressait pas de mettre 1000 € dans un pot qui est aussi moche que l'autre. Peut-être qu'il y a des bénéfices, etc. Moi je trouve que la moto est suffisamment performante comme ça. J'ai pas besoin de plus de puissance, et celui qui a besoin de plus de puissance, faut qu'il achète un Super Duke et pas une Super Adventure. Honnêtement, la puissance, on va y venir, mais le moteur est diabolique et ça peut être vraiment un vrai problème pour le permis. Puis on va conclure avec les pneus. Donc ce sont des pneus Mitas, une marque que je connaissais pas, juste de réputation. Les gens sont assez contents. Notamment dans tout ce qui est cross et enduro. Moi je ne connaissais pas sur des pneus route. Bien entendu, les pneus qui sont montés sur la 1290S, ce sont des pneus vraiment à profil routier. Je ne sais même pas si c'est du 80-20, je pense que c'est du 99-9 route, et le reste un petit peu tout terrain, mais tout terrain, voilà, ça ne veut rien dire. Ces pneus-là ne sont pas faits du tout pour ça. Je les conduis dans toutes les conditions. Il pleuvait, ça glissait, il y avait de la boue, etc. J'ai eu 2-3 fois des surprises. Maintenant, est-ce que ce sont des surprises qui sont liées au terrain? Est-ce que j'arrive le même truc? Bon, ils sont pas piégeux les pneus. Je ne sais pas si je garderai cette montre-là dans le futur. On va voir comment ils vont vieillir. Là, la moto, elle a 3700 km. Il n'y a pas de raison de dire du mal de ces pneus. Pour l'instant, ça a l'air d'aller.